Depuis une dizaine d'années, l'imagerie de la rétine est devenue plus complexe. L'arrivée de l'OCT spectral a permis de faire des reconstructions dans différents plans et surtout l'arrivée de l'OCT angiographie a permis de voir, si ce n'est les vaisseaux, du moins le contenu des vaisseaux, de la rétine, de la choroïde capillaire, même de la choroïde. Finalement, l'OCT est devenu un examen multimodal à lui seul. Un autre élément, ça a été l'arrivée des anti-VEGF au milieu des années 2000. Depuis qu'on traite nos patients avec des injections intravitréennes, la DMLA est devenue une pathologie chronique. Ça a profondément modifié non seulement la prise en charge, mais aussi le relationnel vis-à-vis des patients qui sont mieux informés, qui renouvellent des questions sur la maladie, le futur des traitements. Tout ça incite donc à actualiser nos connaissances sur la maladie, sa pathogénie et sur la nomenclature qui a été récemment revue. Bon, je propose de dire quelques mots sur les drusen, avec en premier lieu les drusen biliaires, qui sont donc ces petites ponctuations sous l'épithélium pigmentaire, moins de 63 microns. Il ne s'agit pas encore là de dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais simplement de modification liée à l'âge. Le stade suivant sont les drusen intermédiaires, donc 63 à 124 microns. Là, on parle de forme précoce de la DMLA ou de maculopathie liée à l'âge. Ensuite, les drusen séreux donc, font plus de 125 microns, on parle quelquefois de grands drusen. Toutes ces lésions sont sous l'épithélium pigmentaire. Les drusen séreux caractérisent les formes intermédiaires de DMLA. On les repère ici sous forme de taches blanches et ici sous forme de petites voussures de l'épithélium pigmentaire. Comment fait-on pour distinguer le diamètre de ces drusen? On regarde au bord de la papille. Le diamètre d'un vaisseau au bord de la papille fait environ 125 microns, ce qui permet d'avoir un ordre de grandeur des drusen. On avance avec les drusen calcifiés, donc qui sont matériels certainement de la même nature que ceux des drusen séreux, mais il y a une atrophie de l'épithélium pigmentaire qui permet de mieux voir le phosphate dicalcique contenu dans les drusen, qui apparaissent donc de façon très réfringente. On voit ici en OCT les altérations de l'épithélium pigmentaire qui sont associées. Les drusen cuticulaires, on les repère très bien en angiographie à la fluorescéine sous la forme d'une voûte étoilée, parce que ces drusen s'imprègnent très rapidement par la fluorescéine et ne diffusent pas, donc, ce qui permet de voir avec un bon contraste. En OCT, on verra comme ici du matériel éventuellement associé, partiellement fragmenté. Ensuite, les pseudo-drusen réticulés qui sont un peu particuliers puisque contrairement aux autres types de drusen, ils sont situés en avant de l'épithélium pigmentaire. Ils ont un aspect d'interconnexion et on les repère ici en autofluorescence, vous voyez, avec cet aspect un petit peu réticulé. Si on regarde en cliché couleur, ils ont un aspect très blanc puisqu'ils ne sont pas atténués par les couches de l'épithélium pigmentaire. On les repère mieux sur un cliché bleu et on les repère peut-être encore mieux sur un cliché un peu particulier, celui en rétromode. Vous voyez, on pourrait faire une corrélation entre ces petits aspects un petit peu en pseudo-relief avec les drusen observés ici. Mais vous voyez ici en périphérie du pôle postérieur, on perd ces petites ponctuations noires, qu'on retrouvait sous la forme de petites ponctuations blanches sur le cliché bleu, et qu'on avait vraiment beaucoup de mal à repérer sur le cliché couleur. En OCT, si on essaie de se placer donc, au niveau de la zone ellipsoïde, on peut distinguer en OCT en face certains de ces drusen qui ont passé la barre de la zone ellipsoïde. Alors, sur le scan de CTV, on peut repérer aussi ces drusen à ce niveau-là. La zone ellipsoïde est ici, elle est parfois franchie. Ça correspond aux différents stades de ces drusen qui avaient été décrits par l'équipe de Zweifel, Curcio et Spade en 2010. Quels sont les risques évolutifs de ces drusen? On peut distinguer pour les drusen miliaires une évolution éventuellement vers la maculopathie liée à l'âge si ces drusen augmentent en volume. Les drusen intermédiaires peuvent évoluer vers le stade suivant, vers les drusen séreux, et les drusen séreux peuvent évoluer vers des néovaisseaux maculaires de la DMLA ou vers une atrophie géographique. Les drusen calcifiés évolueront assez souvent vers une atrophie géographique, et les drusen cuticulaires passent souvent par le stade d'un dépôt de matériel avant d'évoluer vers l'atrophie ou vers les néovaisseaux maculaires. Là aussi, les pseudo-drusen réticulés se distinguent un petit peu puisque ils évolueront assez souvent vers l'atrophie géographique, et s'ils évoluent vers des néovaisseaux, ce sera assez souvent vers des néovaisseaux de type 3 de la DMLA. En 2013, Ferris avait repris différents stades de la DMLA, et on va reprendre ce tableau avec lui, pour replacer donc les drusen miliaires, moins de 63 microns, les modifications normales liées à l'âge.
Ensuite, les formes précoces de DMLA correspondant à ces 12 zones intermédiaires, sans migration pigmentaire associée. Ensuite, ces formes intermédiaires de DMLA caractérisées par les 12 zones séreux éventuellement associées à des migrations pigmentaires. Vous voyez qu'on peut opposer ici la dénomination américaine, les formes précoces, formes intermédiaires de DMLA, avec ce qu'on appelle la maculopathie liée à l'âge, qui est plutôt une notion européenne. On peut placer ici ensuite les formes tardives de DMLA, c'est-à-dire les néovaisseaux maculaires de la DMLA, et ou l'atrophie géographique. On peut placer donc les différents stades de l'étude AREDS et mettre même les limites de l'efficacité de la formulation AREDS sur ces formes donc intermédiaires et tardives de la DMLA ou DMLA avérée. Sur ces formes-là, il s'agit bien sûr, avec le cocktail de micronutriments, de limiter le risque d'évolution du deuxième œil. Alors on peut reprendre les lésions élémentaires de la maladie avec les dépôts de matériel, migration pigmentaire, les différents types de Drusen à différents stades. Toutes ces lésions peuvent évoluer plus ou moins rapidement vers des altérations pigmentaires et vers l'atrophie géographique. On se souvient que les Drusen cuticulaires peuvent passer au préalable par l'étape d'un dépôt de matériel. Un autre type de lésion alimentaire, ce serait les néovaisseaux maculaires qu'on peut détailler avec les vasculopathies polypoïdales, les néovaisseaux choroïdiens, type 1 ou type 2 suivant leur position vis-à-vis de l'épithélium pigmentaire, et néovaisseaux de type 3 qui sont intrarétiniens. L'idée de Rixped, c'était de regrouper tout ça sous le terme de néovaisseaux maculaires, au lieu de faire comme on le faisait jusqu'ici, de parler de néovaisseaux choroïdiens, ce qui était un petit peu contradictoire avec la situation intrarétinienne des néovaisseaux de type 3. Ces néovaisseaux maculaires peuvent évoluer vers différentes lésions, des hémorragies, de l'exsudation bien sûr, de la fibrose. Les hémorragies peuvent évoluer vers un dépôt de fibrine, et tout ça pourra, en l'absence de traitement surtout, évoluer vers une cicatrice fibrogliale. On a longtemps opposé les formes atrophiques, dites sèches de la DMLA, avec les formes exsudatives, dites humides de la DMLA. On sait à présent que ce distinguo est très schématique, trop schématique, et que les lésions sont bien plus souvent intriquées. On peut reprendre un autre schéma qui va au moins montrer l'intrication des formes exsudatives et atrophiques de la maladie. On pourrait placer ici en bas les formes précoces de la maladie, l'épisode de la néovascularisation et les formes atrophiques de la maladie, avec une échelle de temps qui est un peu artificielle. On sait que la plupart du temps, les Drusen augmentent petit à petit, puis parfois se résorbent progressivement. D'ailleurs, souvent, la résorption des Drusen est le préalable à l'émergence des néovaisseaux. Au contraire, les migrations pigmentaires vont souvent évoluer progressivement vers la constitution d'altérations pigmentaires et d'atrophies qui longtemps vont épargner la zone centrale. Et cette évolution se fait souvent sur une ou plusieurs dizaines d'années. Ensuite, on place ici un épisode éventuel de néovaisseau maculaire qui va changer l'évolution de la maladie radicalement. Et comme on le disait il y a un instant, ces néovaisseaux peuvent évoluer vers une cicatrice fibrogliale. Mais ces néovaisseaux comportent souvent plusieurs composantes, et notamment une composante fibreuse sous la dépendance de certains facteurs de croissance, et une composante néovasculaire, principalement sous la dépendance du VEGF. Lorsque les patients vont bénéficier d'injections régulières d'anti-VEGF, on va supprimer tout ou partie de cette composante néovasculaire. Et vous voyez que ça n'empêchera pas les patients d'évoluer vers une lésion fibrotique. On comprend de cette façon que des patients peuvent avoir des baisses d'acuité visuelle, même si le traitement a été bien conduit pendant des mois ou des années. En 2005, 3 publications ont montré l'implication de l'inflammation dans la pathogénie de la DMLA. Les auteurs Joanna Hens, Robert Klein, Albert Edwards ont montré qu'un polymorphisme dans un gène codant pour une protéine du complément, le facteur H, qui régule l'inflammation, était fortement associé à la maladie. En quelque sorte, lorsqu'on a des ratés dans la synthèse d'une protéine qui régule l'inflammation, on peut avoir une sorte d'emballement de fond inflammatoire chronique qui peut faire le lit d'une pathologie comme la DMLA. Une autre idée, qui est peut-être complémentaire de la théorie inflammatoire, c'est de dire qu'il y a des diminutions des apports vasculaires et une certaine ischémie chronique de l'épithélium pigmentaire impliquée dans la maladie. Certains auteurs ont montré des altérations des flux choriocapillaires chez les patients ayant des néovaisseaux maculaires de la DMLA, comme ici. Vous voyez que les flux diminuent au fur et à mesure qu'on se rapproche des néovaisseaux. On pourrait
confirmer la théorie vasculaire de la DMLA. Finalement, les nouveaux vaisseaux maculaires constitueraient une réponse aux besoins des photorécepteurs de la rétine externe dans le contexte d'une choriocapillaire capillaire altérée. On sait tous que les nouveaux vaisseaux ne sont pas eux-mêmes un problème clinique, la baisse de vision est surtout liée à leurs conséquences, l'exsudation, des hémorragies et une cicatrice fibroglia. D'ailleurs, on a vu des néovaisseaux quiescents qui pouvaient persister pendant des années sans conséquences cliniques. Et chez nos patients, on observe régulièrement la persistance d'un reliquat néovasculaire alors que le traitement anti-VEGF supprime ou diminue l'excitation et le risque hémorragique. A l'inverse, on peut observer une atrophie géographique avec une perte de photorécepteurs après l'occlusion complète de néovaisseaux maculaires. C'est un peu gagner une bataille mais perdre la guerre. Ce qu'on pourrait dire finalement, c'est qu'un rythme de traitement anti-VEGF idéal contrôlerait l'exsudation, le risque hémorragique, de même que l'inflammation et la fibrose, tout en respectant les vaisseaux choroïdiens et la vascularisation des photorécepteurs. Et actuellement, c'est difficile. Ici, un patient qui a une maladie de Levantine qu'on suit depuis une dizaine d'années, il a développé des néovaisseaux, il a développé aussi des phénomènes d'atrophie, et vous voyez que sa rétine centrale est amincie, il a une fixation qui est excentrée ici, à la partie supérieure de la zone juxtafovéale. Lorsqu'on le revoit un mois après anti-VEGF, on voit qu'il persiste en OCT-angiographie un reliquat néovasculaire. 3 mois après anti-VEGF, le même type de coupe montre la repousse d'un certain contingent de néovaisseaux, et on sait par expérience que si on attend un petit peu, on aura une exsudation associée à ce contingent néovasculaire. Donc il y a peut-être, tout au moins chez ce patient, un équilibre à trouver entre l'effet favorable des traitements et le risque de majorer les phénomènes d'atrophie.